messieurs, bonjour et bienvenue au Fil de l'Info, votre émission Web TV en direct du centre Au Fil de l'Eau à Tergnier. Je suis Jules Thionoé et aujourd'hui on vous embarque pour un programme riche et varié avec des reportages, des échanges et des découvertes passionnantes. Au programme, découverte du centre social, la mission locale, un voyage culturel avec le musée de la Résistance et Microfolie, un point sur les restos du cœur, une chronique sportive, suivi d'un quiz, la météo, un débat captivant, un projet artistique original et enfin les événements à ne pas manquer près de chez vous. Alors sans plus attendre, on démarre avec notre premier sujet. Le centre social Au Fil de l'Eau est un lieu d'échange, de partage et de solidarité, mais concrètement, on y fait quoi? Qui peut y venir? Quels sont les projets en cours? Pour répondre à toutes ces questions, Jess et Enola sont allés mener l'enquête. Regardez. Bonjour, nous travaillons sur une activité qui se nomme Web TV au centre social de Tergnier. Serait-il possible de vous présenter et de nous expliquer votre rôle dans ce lieu? Alors, je m'appelle Laetitia, donc je suis agent d'accueil au centre social. Donc la mission principale, ça va être d'accompagner, d'orienter et de renseigner le public sur les différents domaines d'activité qu'on a ici. Donc soit sur la PMI, sur les assistantes sociales, la CPM, etc. Et à côté de ça, on s'occupe aussi de la restauration, de la vente des ALSH et des animations de quartier. Bonjour, nous travaillons sur une activité qui se nomme Web TV au centre social de Tergnier. Serait-il possible de vous présenter et de nous expliquer votre rôle dans ce lieu? Moi, je m'appelle Virginie et le matin, je suis accueillante au lieu d'accueil enfants-parents où on accueille donc les enfants la grossesse de la maman jusqu'à l'âge de 6 ans. Et donc, c'est un lieu qui sert à socialiser les enfants, à faire sortir de la maison, à les préparer à leur future première rentrée scolaire. Bonjour, nous travaillons sur une activité qui se nomme Web TV au centre social de Tergnier. Serait-il possible de vous présenter et de nous expliquer votre rôle dans ce lieu? Moi, c'est Marlène, je suis la directrice de l'espace Au Fil de l'Eau depuis 2 ans bientôt. Donc ma mission, il va s'agir de coordonner l'ensemble des pôles qu'il y a sur cet espace. Ensuite, on a donc un espace jeunesse où là, on accueille les jeunes entre 11 et 25 ans et où on accompagne les jeunes dans leurs projets, dans tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est ouvert, c'est gratuit et sans inscription. Mes missions à moi, donc, c'est de mettre en œuvre les orientations stratégiques du service, de concevoir et piloter les projets enfants, jeunesse et famille, donc tout ce qui est projet social. Donc on est obligé nous de construire des projets pour être financés et être connus par la CAF. Les labels manage l'ensemble des équipes, donc ici on est une 50aine. Et puis aussi, comme on a un centre social municipal, avec les élus, je dois présenter nos projets et défendre nos projets. L'accompagnement des jeunes, c'est essentiel et c'est justement le rôle de la mission locale. Alice et moi sont allés voir comment elle aide celles et ceux qui cherchent un emploi, une formation ou simplement un conseil. Pour avancer, on regarde ça tout de suite. Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous présenter la mission locale faite par Web TV, présentée par Julie et Alice, qui se trouve au 6 bis rue de la Bonneterie. Aujourd'hui nous nous retrouvons à l'accueil de la mission locale qui accueille les jeunes de 16 à 25 ans. Le couloir
des conseillers et des conseillères. Et aujourd'hui, Alice et moi, nous allons à la rencontre de Karine Grain, conseillère. Expliquez-nous comment on s'inscrit et si c'est possible en milieu d'année. Alors, vous pouvez vous inscrire à tout moment au sein de la mission locale. Vous avez juste à nous contacter. Donc, soit vous nous appelez ou soit vous vous déplacez directement sur place. Et vous nous faites part de votre demande. Et vous serez reçu de façon très rapide parce qu'on a ce qui s'appelle des accueils immédiats. Vous remplissez un dossier et au plus vite possible, vous pouvez voir un conseiller pour traiter votre inscription. Comment représentez-vous la mission locale? Alors, la mission locale, c'est un organisme qui accueille des jeunes qui sont soit encore en situation scolaire ou soit des jeunes qui sont déscolarisés dans le but de les aider à définir leur projet professionnel, trouver un petit peu leur orientation et de façon plus générale leur place dans la société. D'accord. Qu'est-ce qui vous donne envie en tant que conseillère pour aider les jeunes déscolarisés? Mais j'adore mon travail, j'adore ce que je fais, j'adore recevoir des jeunes, j'adore pouvoir les aider à trouver ce qu'ils ont envie de faire, j'adore me sentir utile, j'adore tous les aspects de mon travail. Qu'est-ce que vous direz aux jeunes qui nous regardent en ce moment? Alors là, n'hésitez pas à pousser les portes de la mission locale si jamais vous avez ne serait-ce qu'une petite question, vous avez des petits doutes sur ce que vous pouvez faire, sur vos possibilités, sur votre orientation. Surtout, n'hésitez pas à venir nous voir, on est vraiment là pour vous aider, on vous accueille avec plaisir vraiment. Et voilà, c'est tout. Venez nous voir si jamais vous avez besoin de nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vais vous présenter en quelques mots la plateforme mobilité, autre dispositif de la mission locale qui peut vous aider dans vos projets. Ce dispositif accueille les personnes qui ont l'objectif de travailler sur leur mobilité. Les conseillères de la plateforme Nadia et Martine proposent des ateliers se déplacer et se repérer et des conseils pour les participants pour retirer les freins qu'ils peuvent avoir. L'objectif principal de la plateforme reste l'obtention du permis, avec notamment des séances de code et par la suite la possibilité de profiter d'un simulateur de conduite. Les bénéficiaires sont envoyés par les partenaires de la plateforme, la mission locale bien sûr, mais aussi l'UTAS, France Travail et les chantiers d'insertion notamment. Et enfin, des voitures de location, scooters, vélos sont également louables auprès de la plateforme. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la mission locale. Nous souhaitons vous parler du contrat d'engagement jeune, dispositif d'accompagnement renforcé d'une durée de 6 mois, pendant lesquels les jeunes de 16 à 25 ans peuvent toucher une allocation s'ils respectent les 15 heures de démarche professionnelle par semaine. Le dispositif a pour but d'aider les jeunes à atteindre leurs objectifs. Avec Jules, nous avons été ravis de vous présenter la mission locale. N'hésitez pas à vous y rendre si vous en avez besoin. Après l'orientation professionnelle, place à la culture et au patrimoine. Pierre et Sofiane nous emmènent à la découverte du musée de la Résistance et du musée virtuel Microfolie. Une plongée fascinante dans l'histoire sans même quitter son canapé. Le 8 mai 2025 marque 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un moment crucial pour honorer la mémoire des millions de victimes et célébrer la paix retrouvée. En Picardie, le musée de la Résistance et de la Déportation, situé à Farnier, joue un rôle central dans cette transmission historique. Créé en 1986 à l'initiative d'Étienne Droma, ancien capitaine des FFI, ce musée retrace l'histoire locale de la résistance et de la déportation à travers des objets uniques. Documents d'archives, armes, uniformes et véhicules comme une traction avant Citroën ou un avion Bicraft C.45. Ce musée, étant classé monument historique, est actuellement en travaux et réouvrira ses portes en printemps 2026.
bibliothèque? Moi, je vois une image avec une Ouais, marque pas seconde, il y a 5 minutes à pied, c'est juste en face où il y a la gare. avec un pont avec Ok, à tout de suite. des montagnes. Très bien. Ok. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le casque et je vais... Moi, je suis déjà reporter pour l'émission Web TV, donc du coup, j'aimerais bien vous interviewer donc, en rapport avec tout ce qui est pour le musée virtuel. Non, bah, très bien. Eh bien, bonjour et merci d'être venu cet après-midi pour découvrir le musée virtuel. Donc ici, nous sommes dans l'espace Microfolie. Microfolie, c'est un dispositif culturel porté par la Grosse Halle de la Villette à Paris. Et donc des dispositifs Microfolie comme il y a autour de vous, on peut en trouver partout en France et partout à l'étranger aussi. Hein, parce que Microfolie, c'est aussi en Europe, voire sur d'autres continents. Microfolie, c'est ce qu'on appelle un musée virtuel. Donc on présente des œuvres d'art autour desquelles on fait des petites conférences, on fait des interventions pour soit décrire un artiste, une œuvre, ou alors une certaine époque. Donc déjà, donc la première question, pour vous, à quoi sert le musée virtuel et pourquoi il a été mis en place? Alors c'est une très bonne question. Alors le musée virtuel, bah, déjà c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. On peut venir, que l'on soit enfant, adulte, en famille, seul, accompagné. Le musée est ouvert à tout le monde. Le musée virtuel, bah, déjà c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. On peut venir, que l'on soit enfant, adulte, en famille, seul, accompagné. Le musée est ouvert à tout le monde. Et donc, ça a été mis en place pour donner aux gens le goût à l'art en général, en espérant que dans le futur, les gens iront dans les vrais musées. En fait, c'est une première étape avant de se déplacer dans les vrais musées, comme le célèbre musée du Louvre, ou des musées de proximité, comme à La Fère, on a le musée Jeanne d'Aboville. Donc c'est pour donner envie, c'est pour créer du désir autour d'œuvres artistiques. Sachant que Microfolie, c'est pas que des peintures, ça peut être aussi du théâtre, de la danse, des concerts, de musique, du cinéma, etc. Ok, très intéressant. Donc on part sur la deuxième question. À quel public s'adresse le musée virtuel? Jeunes? À tout le monde. Microfolie peut accueillir autant les maternelles. D'ici peu, après les vacances scolaires, on va avoir des classes de maternelle. Ça peut être primaire, collège. Et hier après-midi, on a eu un EHPAD avec des papis et mamies, des gens très âgés. Oui, ça leur a bien plu. Ok, merci. Troisième question. Quelles sont les différences entre le musée virtuel et un musée normal? Très bonne question. Le musée virtuel, on va se servir d'un ordinateur, d'un projecteur. Et donc, grâce à la technologie et à l'informatique, on va pouvoir projeter sur un grand écran des œuvres d'art. Des œuvres qu'on pourra travailler, on pourra faire des zooms, on pourra intervenir sur le détail, on pourra décomposer l'image, tandis que dans un vrai musée, en général on a l'œuvre en entier et puis voilà, on peut pas figer les choses comme on ferait avec une image. Ok. Question suivante. Qu'est-ce que vous aimez dans le musée virtuel? Alors le musée virtuel permet d'échanger, permet que chacun puisse donner son point de vue. L'art, on n'est pas obligé d'aimer, il y a peut-être des choses qu'on aime moins, qu'on trouve pas ça très joli,
qu'on aimerait voir autrement. Donc c'est avant tout un espace de dialogue, c'est un endroit où on peut discuter ensemble et puis le temps d'un instant peut-être refaire le monde. Ok. Et donc, dernière question, quand est ouvert le musée virtuel? Alors le musée virtuel fonctionne le mercredi et le samedi pour tout public, donc les familles, les gens quelquefois qui prennent le train, qui sont de passage, peuvent venir aussi au musée numérique. Et sinon la semaine, c'est surtout réservé aux groupes et aux écoles scolaires. Ok. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt. Merci, en espérant vous voir prochainement en microphonie, à la microphonie. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais, t'as vu, l'émotion est totalement différente. Ah bah là, c'est des espoirs, hein. La résilience, t'es résigné, tu n'as pas le choix. Donc il y a un bateau, il y a un moment, il va aller secourir. Il y a des gens, Se cultiver, c'est important, mais s'entraider aussi. Mathias est allé à la rencontre des Restos du Cœur pour nous parler de leur action solidaire et de l'importance du bénévolat. Un reportage inspirant à découvrir tout de suite. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est devant les Restos du Cœur de Saint-Quentin. On est le 13 février 2025 et aujourd'hui, on est venu aider les bénévoles à distribuer les colis alimentaires. Suivez-moi, on va voir Charles. Alors bonjour Charles, merci de nous accueillir au Resto du Cœur. J'ai 2-3 questions à vous poser. Alors qu'est-ce que vous faites ici dans les Restos du Cœur? Alors les Restos du Cœur, nous c'est l'aide à la personne, c'est l'aide au repas. Alors bien sûr, il y a une condition par rapport à ça. Il y a un dossier qui est fait pour chaque personne accueillie, hein, et si la personne accueillie rentre dans notre barème, elle a droit au Resto du Cœur. Hein. Faut savoir qu'on ne fait pas ça pour tout le monde, on ne pourrait pas. Et on donne l'équivalent d'un repas par jour par personne. Voilà, ce n'est qu'une aide. Hein. Nous, on fait en moyenne 3 repas jour. Là, c'est un repas. Hein. Ce n'est qu'une aide. Alors, dans cette aide, il faut savoir que l'Europe nous aide pour 40% de nos besoins. Demain, l'Europe veut arrêter, et les Restos du Cœur ne pourront pas suffire à pouvoir alimenter, malgré les dons d'entreprises, les dons de particuliers, et les achats qui sont faits par les Restos du Cœur, par le biais justement le spectacle qui a lieu tous les ans. Hein, faut savoir que c'est important pour nous. C'est pour ça que il est important que les gens viennent. Nous, ça nous apporte des ressources pour pouvoir justement acheter nos produits. Et il y a aussi, au moment de la collecte, il y a aussi au moment du spectacle, il y a aussi la collecte, hein, qui se fait donc au niveau de la France. Et nous, par exemple, sur Saint-Quentin, nous contribuons à une collecte sur 11 magasins. Qui veut dire donc 11 magasins, qui veut dire énormément de bénévoles, hein, pour pouvoir tenir les postes à longueur de la journée. Donc on fait ça sur 2 jours. Hein. Par exemple, cette année, c'est le 7 et 8 mars. Hein. On espère avoir beaucoup de bénévoles et que les gens soient réceptifs à notre demande. Voilà. Nous, c'est ce qu'on espère. Okay. Et j'ai une autre petite dernière question. Ouais. Est-ce que vous faites ça sur toute la ville de Saint-Quentin? Alors nous, c'est Saint-Quentin et les environs. D'accord. On a même des gens qui viennent de Fresnois, qui viennent de Bois, parce que certaines personnes ne veulent pas être connues. Hein, pour certaines personnes, c'est difficile. Hein, savoir dire, je viens au Resto du Cœur, se montrer, c'est pas évident. Donc, elles préfèrent venir chez nous. Et puis ça se fait à d'autres endroits, c'est pareil. Hein, donc voilà, on sert des gens de Saint-Quentin, de Gauchy, de Grugy, etc., etc. Hein, et les alentours. D'accord.
Hein, voilà, est-ce que tu as d'autres questions? Non, ça ira pour moi. Ça ira pour toi? Ouais, merci Charles. Eh ben, bonne journée à toi. Merci, vous aussi. Et bah, merci de m'avoir écouté. Et puis, bah, moi, je vais retourner aider mes bénévoles parce que, bah, j'ai pas que ça qu'à faire. Bouger, c'est bon pour le moral et la santé. Et pour nous motiver, Quentin nous a préparé une chronique sportive aux petits oignons. On se met en mouvement, c'est parti. Merci Jules, mais moi c'est Alim. Donc je vais te faire la rubrique sport, mais juste avant, le Resto du Cœur. Et concernant le Resto du Cœur, à Ternier, donc rue Victor Hugo, tous les mardis de 9h à 11h. Pour la rubrique sport, donc les All-Star Games NBA 2025, ce week-end, un événement spectaculaire avec les plus grands joueurs de basketball entre match, concours de dunk et tir à 3 points. À suivre, après notre émission sur la Web TV, SQBB contre Paris Basket à 15h30, un duel intense en perspective entre le club SQBB déterminé et le club de Paris Basket imprévisible. Toujours dans le basketball, cette fois ternois. Donc les joueurs de basket de Ternier comptent briller à la Coupe de l'Aisne en U11. Les jeunes talents du club de basket devront faire place à un esprit d'équipe, à un talent pour s'imposer ce samedi. Concernant le football, maintenant la DAZN abandonne les droits TV de la Ligue 1. Un coup dur pour le football français lorsque la chaîne met un flou par rapport au contrat de diffusion. Les clubs de championnat s'inquiètent sur leur avenir. Cela n'empêche de suivre les classiques de la Ligue 1. Ce week-end, Marseille-Saint-Etienne et Rennes contre Lille. Pour terminer, le week-end dernier, on a eu un événement phare pour ceux qui ont loupé donc un gala de boxe à Ternier qui a eu lieu à la salle Léo Lagrange, donc le samedi 8 février. Un événement réussi avec combat palpitant organisé par l'ESCT Box, précédé de la pesée à la caverne à Viry-Noureuil. Et à ne pas louper prochainement sur Ternier les championnats de gymnastique interdépartementaux qui auront lieu le 22 et 23 mars à la salle Léo Lagrange. Soyez nombreux pour cet événement. Maintenant qu'on est bien échauffé, il est temps de tester vos connaissances avec un quiz sport. Sofiane prend les commandes, soyez concentrés, il risque d'y avoir des surprises. Bonjour Jules. Bonjour Sofiane. Du coup, j'ai préparé un quiz en rapport avec le tennis, plus précisément. J'espère que vous allez bien l'aimer et on va tout de suite commencer avec la première question. Donc, la première, c'est un vrai ou faux. Donc, vrai ou faux, le max de jeu est 4 dans un match de tennis. Faux. Réponse faux. Bravo. On passe à la deuxième question. Donc, quel est le nom du meilleur joueur de tennis mondial ? Alcaraz. Non. Je connais pas. Nadal, il joue plus. Ouais. Raphaël Nadal. C'est Raphaël Nadal, effectivement. Ah, Raphaël Nadal. Donc, question 3. Donc, quel est le coup le plus classique du tennis ? Le coup droit. La bonne réponse, c'est la bonne réponse, le coup droit, effectivement. Donc, question suivante. Quel est le bon ordre ? A, 15, 30, 40. B, 30, 15, 40. C, 15, 40, 30. 15, 30, 40. Ouais, c'est 15, 30, 40, effectivement.
Question 5. Combien avez-vous de chances au service dans un match? 2. 2, oui. Vous êtes fort, dis donc. Vous êtes fort. 6. Qu'est-ce qu'on utilise pour jouer au tennis? Une raquette. Une raquette, un ballon ou des gants? Une raquette. Ah non, ça y est, c'est bon, je me suis trompée, c'était des gants. Question suivante. Combien y a-t-il de pratiquants de tennis dans le monde à 1 million près? Moi, je dirais 900... T'es loin. Ah, 912, j'allais dire. T'es loin. 5 millions. 50 millions. 50 millions. Je crois que je suis pas loin avec 110 millions. Ah, il est vraiment pas loin. Ah, t'es vraiment... là, tu parles. Là, tu parles, c'est mon téléphone. 105 millions. Ouais, bravo. À 1 million près. 106, mais à 1 million près. Bravo. Question 8. Qu'est-ce qu'un let? C'est quand la balle elle touche le filet pendant le service et qu'elle retombe quand même du bon côté. C'est ça. Bravo. Bravo, Mika. Michael, grand fan de tennis, on a remarqué. Question 9. Qu'est-ce qu'une égalité dans un match de tennis? C'est quand il y a 40-40. Mais vous êtes trop fort. Moi, j'ai cru que vous alliez galérer. Donc, et on passe tout de suite à la dernière question. Quel est le nom du tournoi le plus connu du monde au tennis? Roland Garros. Roland Garros. Bon, le quiz est maintenant fini. Merci Sofiane. De rien. Bravo les gars. Avant d'aller plus loin, voyons un peu ce que nous réserve le ciel aujourd'hui. José, notre expert météo, nous dit tout sur le temps qu'il fera. Soyez-vous, sortez-vous le parapluie ou les lunettes de soleil? Réponse maintenant. Bonsoir à tous, alors merci Jules pour la présentation. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la météo de l'Aisne. Donc, en ce vendredi 14 février, on a un temps plutôt ensoleillé avec des températures assez basses qui avoisinent 4 à 5 degrés, voire 6 sur tout le territoire. Samedi 15, dans la matinée, nous avons un ciel plutôt brumeux avec quelques éclaircies de soleil et des températures toujours un peu plus basses, 0 degré et 1 degré. L'après-midi, ça se réchauffe un peu. Le soleil, quant à lui, se fait plus discret, toujours le ciel assez nuageux avec des températures qui remontent quand même à 4 voire 5 degrés. Le dimanche 16, le matin, on redescend avec du 0 à 1 degré, mais le soleil reste un peu timide derrière quelques nuages. L'après-midi, la température remonte, le soleil reste toujours un peu dissimulé, mais cette fois on est à 7 degrés, 6 degrés dans les environs. Et ce sera tout pour ce soir, donc bonsoir chez vous. Maintenant, place à un moment d'échange et de discussion. Quentin va prendre les rênes d'un débat autour de la table des invités, un moment d'idées, d'arguments et bien sûr de bonne humeur. C'est à vous les gars. Eh ben, bonjour à tous. Donc moi j'ai une question toute simple à vous poser après les événements récents. Les jeux vidéo rendent-ils violents? Alors, perso, pour ma réponse, je suis très violent quand je joue aux jeux vidéo. Donc je ne vais pas dire non. Je trouve que ça peut ne pas rendre fou, si on peut dire fou. Mais violence quand même, je pense pas que la violence se trouve dans les jeux vidéo. C'est plutôt notre comportement qui prend le dessus. Pour moi, j'aurais dit que les jeux vidéo, ça rend violent. Faudrait voir quelle sorte de jeux vidéo déjà. Parce que si c'est dans Fortnite, Call of Duty, oui, là, ça peut rendre violent vu que c'est des jeux de guerre, ou etc. Mais Des moments de rage. Ouais, c'est ça. Mais si c'est des jeux tout gentils, où il n'y a rien, il n'y a pas d'armes et tout, voilà. Là, c'est bon. Là, ça va pas rendre violent. Voilà.
Est-ce que c'est le jeu vidéo qui rend violent ou est-ce que c'est l'échec qui rend violent? C'est-à-dire que tu vas perdre une partie et tu vas t'énerver face à cette frustration. Et du coup, tu peux très bien perdre dans un jeu qui n'a pas de violence directement, comme tu disais Minecraft par exemple. De rater une mission à Minecraft, rater quelque chose et quand même t'énerver. C'est l'émotion qui est pas. C'est l'émotion en fait, je pense, qui est pas contrôlée. Et c'est là-dessus que je pense que tu veux en venir. Et selon l'âge, selon aussi l'expérience dans le jeu, la maturité et tout ça, fait que l'émotion va être contrôlée ou pas. Et est-ce que tu contrôles toi, Sofiane, tes émotions quand tu joues au jeu? Oui, je les contrôle. Et toi, Jules, j'ai compris que tes émotions, tu avais du Non. mal à les contrôler. J'ai tellement du mal que parfois ça en devient dur. Parce que parfois je serais capable de casser des manettes. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que toi tu réagis violemment parce que tu n'es pas capable de contrôler tes émotions et toi tes émotions ils sont contrôlées. Voilà. Ouais, en fait, la question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment le jeu qui rend violent, est-ce que c'est nous qui n'arrivons pas à contrôler ce qu'on a en nous. Voilà. Est-ce que dès qu'on est face à un échec, face à, par exemple, dans Fortnite, quelqu'un nous tue dans le jeu, ça nous énerve, on rejoue, quelqu'un nous tue encore, ça nous énerve encore plus, et on a cet excès de colère. Mais est-ce que c'est vraiment le jeu la raison principale, ou est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les facteurs qu'il peut y avoir autour aussi? C'est plus les ennemis qui nous tuent, donc du coup c'est plus les ennemis qui nous rendent comme ça. Donc je dirais pas que c'est forcément le jeu, mais c'est la personne qui joue au jeu du coup. Bah si du coup. Parce que c'est elle qui nous tue et c'est elle qui nous met une frustration parce qu'elle nous tue du coup. Et comme tu dis, la frustration pour moi c'est la clé. C'est-à-dire que si tu sais pas gérer ta frustration au quotidien, que ce soit un jeu vidéo ou autre, c'est là où tu vas t'énerver. Donc ça se traduit beaucoup plus dans les jeux vidéo parce que vous passez beaucoup de temps sur le jeu vidéo de base, mais aussi parce qu'il y a ce côté inhibé derrière l'écran. Ouais. Donc tu t'énerves seul face à un écran et pas face à une personne. Donc c'est beaucoup plus facile de se lâcher quand il n'y a personne parce qu'il n'y a pas de conséquences. L'écran il va pas te taper en retour par exemple. Après, il y a aussi le fait où, on parlait de Fortnite la dernière fois. Là. Fortnite, c'est plus dessin animé, mais tu as parlé de Call of. Call of, c'est plus réalité. T'as vu, c'est plus réaliste que Fortnite. Donc après, c'est de faire la part des choses entre la réalité et le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Et j'ai l'impression qu'il y a des jeux qui t'amènent plus dans la réalité et d'autres jeux qui t'amènent plus dans l'imaginaire, dans une fiction. Le débat souvent dans la société quand on parle de jeux vidéo qui rendent violents, c'est justement est-ce qu'on ne parle pas juste de gestion de la frustration et de rage quit, mais vraiment de est-ce que ça rend violent dans la vie quotidienne, le fait de jouer à des jeux vidéo dits violents. Et du coup, en fait, ce côté réaliste qu'on retrouve aujourd'hui, qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans quand on jouait à des jeux vidéo, forcément, ça peut briser la barrière entre le réel et le virtuel. Et je pense que c'est pas le jeu vidéo en soi qui va rendre violent des gens dans la vie de tous les jours, mais ça va être une problématique qu'ils vont avoir, qui va être cultivée par un jeu vidéo violent, par ce contenu, que ce soit un jeu vidéo ou même des films, des séries. D'aller chercher un contenu violent qui n'est pas de son âge, c'est pour ça qu'il y a des réglementations aujourd'hui, des recommandations PEGI sur les jeux. Et quand quelqu'un va chercher des images violentes qui ne sont pas de son âge, parce qu'il y a une problématique sous-jacente derrière, ça va le cultiver là-dedans et ça va amplifier son mal-être et puis cette recherche de violence qui va ressurgir, mais c'est pas forcément le jeu qui crée ça, mais ça peut favoriser en fait cette émergence de violence dans la vie quotidienne. Parce qu'au final, on pourrait se demander si on parle des jeux vidéo, mais c'est pas les seuls médias qui nous donnent accès à la violence. On pourrait parler du cinéma, des séries télé, même certains reportages où on voit la guerre en direct, on voit et ça, tout le monde y a accès maintenant assez facilement. Donc est-ce que c'est pas finalement ce fait de voir de la violence partout, de se mettre dedans et déjà d'avoir peut-être du problème avec la frustration, la gestion de notre colère, de la violence, qui fait que quand on joue à des jeux vidéo, c'est un vecteur qui fait qu'on a plus facilement tendance à s'énerver, à rage quit le jeu comme tu disais, à insulter l'écran, à casser les manettes. Donc avoir peut-être la problématique d'un point de vue plus global et de voir tous les facteurs qui peuvent faire qu'on peut s'énerver. Et on voit d'ailleurs les études qui montrent sur l'impact des jeux vidéo sur la violence, qu'en fait, il n'y a qu'une seule étude qui jusqu'ici a prouvé qu'il y avait une corrélation entre la violence et le jeu vidéo. Cette étude, elle date d'il y a 25 ans, donc elle commence à dater. En plus, le jeu vidéo a beaucoup évolué depuis. Et toutes les dernières études, notamment des instituts américains, montrent que non, il n'y a aucune corrélation entre les deux.
mais que par contre, ça peut être un facteur qui vient s'ajouter à d'autres facteurs qui amènent de la violence dans la société. Donc, c'est-à-dire que Déjà existant, quoi. voilà, c'est déjà là, et c'est juste que c'est un vecteur supplémentaire de la violence, en fait. Voilà. Mais c'est pas la cause principale. En tout cas, dans ces études, c'est ce qui est montré. Après, chacun se fait son opinion et a son avis là, sur le sujet. Moi, j'ai une question pour les deux jeunes là, qui sont là. Les jeux vidéo auxquels vous jouez, est-ce que vous regardez les réglementations PEGI par rapport à l'âge ou c'est pas du tout quelque chose qui vous concerne? Honnêtement, je pense que je ne regarde pas. Tu joues à GTA ou pas déjà? Oui. Donc déjà, tu Donc voilà. Déjà. Voilà, je regarde pas, d'accord, mais je me contrôle sur certains jeux. Donc ça veut dire que je vais pas forcément aller directement à la rage sur d'autres jeux. Mais je pense que une non-réussite sur un jeu peut me citer à devenir violent ou rager. Mais tu vas être violent sur le moment. Après, est-ce que tu vas être violent dans la vie quotidienne parce Non. que sur un jeu vidéo, t'as énervé? Non, je pense pas. Parce que je pense que je suis assez grand pour comprendre que ce jeu-là n'est pas la réalité. Et du coup, ça enchaîne sur ma prochaine question. Tu anticipes un petit peu la réponse. Est-ce que tu as déjà eu envie de reproduire ce que tu as fait dans un jeu vidéo, dans la vraie Jamais. vie, en disant tiens, j'ai jamais pensé à faire ça, j'ai vu une scène, Jamais. j'ai fait quelque chose, est-ce que tiens, je vais essayer dans la vraie vie Jamais. Même là, tu m'as parlé de GTA, jamais je referai la même chose que je fais dans GTA. T'as jamais volé une voiture donc? Bah non, du coup. T'as hésité quand même. Mais non, mais c'est parce que j'avais pas bien compris. Et toi, Sofiane? Bah, moi, je me contrôle, oui. C'est pas que je regarde. Je regarde pas. C'est pour quel âge? Ouais, la PEGI, voilà. Mais moi, je sais que c'est pas des jeux d'horreur auxquels je joue. Vu que si c'est un jeu d'horreur, non, c'est pas pour moi, quoi. Je voudrais pas. Ah, donc tu choisis les jeux lesquels qui t'intéressent et que tu penses que c'est assez bien pour toi que tu joues. C'est ça, voilà. Parce que si c'est un D'accord. jeu d'horreur, ça me fait flipper, quoi. GTA, non, j'y joue pas. Fortnite? C'est que quand il y a des invités. Sinon, moi, c'est que des jeux bien, pas d'horreur. FIFA, PEGI 7. Et vos parents, est-ce que eux, ils regardent les jeux vidéo Alors- auxquels vous jouez? Est-ce qu'ils font attention aux recommandations PEGI ou est-ce qu'ils ne Alors, contrôlent pas trop et que du coup, vous en profitez? Oui, maman regarde, mais elle regarde d'abord c'est quoi le thème du jeu. Elle me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Donc elle est informée de ce que je fais. Donc je pense qu'elle n'a pas vraiment de soucis à se faire pour mes jeux vidéo. Donc c'est pour ça que moi je fais attention à quoi je vais jouer. Et je contrôle certains jeux en ne pas vouloir jouer à ce jeu-là. Donc ça veut dire que là je vois un jeu, c'est un jeu d'horreur. Ah non, il m'intéresse pas. Je demande à maman, si elle dit non, c'est non. Voilà. Bah moi, en fait, quand je joue à un jeu, j'explique à mes parents pour qu'ils comprennent à quoi je joue. En fait, s'ils disent oh non, c'est un jeu d'horreur, tu joues plus, je fais ok, j'y joue plus. S'ils disent c'est bien comme jeu, je fais bah ouais, t'as vu, je joue à des jeux bien. Et je joue pas à des jeux comme les grands jouent, tu vois. Donc du coup, je leur explique et s'ils me disent de plus y jouer, j'y joue plus. Mais s'ils me disent d'y jouer encore, là, j'y joue encore. Mais voilà, quoi. Je dis à mes parents, je joue pas à un jeu comme ça sans rien dire. Voilà. Ils ont un contrôle ils ont un contrôle du coup sur tes jeux, en fait. Ok. Et je vous remercie tous d'avoir participé à ce débat. De rien. Assez intéressant autour des jeux vidéo et de la violence. Et Jules, à toi. Merci. Pour terminer cette émission en beauté, on vous emmène dans un univers unique où l'art et l'histoire se croisent. Découvrez avec nous un projet fascinant, des graphiques dessinés dans un appartement, musée éphémère, une visite artistique pas comme les autres. C'est parti. En ce jeudi 13 février, nous sommes arrêtés devant Easy Concept, un magasin dédié à l'informatique. La raison, ces superbes illustrations colorées ornant la devanture. Des histoires drôles et parodiques qui font la publicité de l'enseigne avec humour. Je vais vous demander de vous présenter. Oui, moi je suis Monsieur Vansny Christian, le patron d'Easy Concept. Easy Concept. Simplement, depuis pas mal d'années. D'accord. On a vu que vous, sur les devantures de votre magasin,
Il y a des beaux décors. Et il y a des beaux décors. Connaissez-vous l'artiste qui fait ces peintures? Oui, c'est Gaëlle. Alors, Gaëlle est une artiste locale qui fait ça depuis pas mal d'années, qui malheureusement a déposé ses pinceaux en début février de cette année. Donc Ok. elle ne fera plus de vitrine apparemment dans cette envergure. Ah, d'accord. Depuis combien de temps elle exerce à peu près? Aucune idée. J'ai toujours Ok. connu qu'elle exerçait, donc plus de 20 ans. Incroyable. Moi, ça fait quelques années que je vis ici et j'avais effectivement vu ces peintures sur de nombreux magasins. Et le fait que vous me dites que cette année, c'est sa dernière année, euh, je me dis qu'il faudrait peut-être immortaliser ça, en savoir un peu plus. Du coup, c'est Gaëlle. Et il me semble qu'elle a un autre code, elle signe avec un nom de code, c'est Oui, c'est GB612. BG612, ok. Oui, BG. Et G comme Gaël, B comme GD plutôt. dernière question, est-ce qu'elle est ternoise et est-ce qu'on peut la contacter? Est-ce qu'elle a une Via page? sur Facebook, elle a une page Facebook donc sur GD612 comme vous avez bien noté. Ok, Il suffit de taper ça en Facebook pour la trouver. Elle a une page et elle est de la région. d'accord, trop bien. Eh bien, merci. Mais de rien. Avant de se quitter, voici quelques événements à ne pas manquer. Dans les jours à venir, Quentin et Halim, à vous la parole. Merci Jules. Alors, ce que je peux te proposer comme événement culturel qui arrive bientôt, par exemple, le 28 février à 20h30, au Centre culturel de Tergnier, on va retrouver une pièce de théâtre qui s'appelle La Contrainte. Donc, c'est une pièce assez poignante de Stéphane Zweig, racontant l'histoire d'un couple fuyant la guerre pour se réfugier en Suisse. Un truc carrément différent, un concert de rock, le 4 mars à 20h30 à la salle des arts et loisirs de Tergnier. On va y retrouver Rock is Dead qui propose un univers musical déjanté avec des rythmes entraînants et aussi Echo avec son groove puissant. Le fameux festival des clowns international de Tergnier qui aura lieu du 14 au 29 mars comme tous les ans. C'est la 22e édition cette année. Il y aura des surprises, des découvertes et bien sûr le gala de clôture dont on a l'habitude, avec notamment 2 temps forts, le 15 mars à la médiathèque à 19h30, avec Maintenant il faut dormir, un duo de clowns pour un spectacle familial. Et le 18 mars à 18h au Centre culturel, la comédie Le bibliothécaire de la compagnie Le Gros Orteil, donc sur un bibliothécaire très maladroit. Et enfin, il me tenait à cœur de vous parler du projet sur la discrimination que va mener la mission locale en partenariat avec le Centre social notamment, et notamment le 18 mars 2025 avec un ciné-débat qui sera mené par Jérôme Caroncaille et par le groupe RH Transition et Perspective. Ce projet abordera les thématiques de la discrimination et vous aurez beaucoup plus d'infos à venir prochainement. Et enfin, quoi de mieux qu'un bon gâteau pour se mettre devant un événement culturel. Donc je vous propose de voir tout de suite la recette du gâteau à la noix de coco. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto cuisine facile et rapide d'un gâteau à la noix de coco. Cette recette pour 8 personnes demande un temps de préparation de 15 minutes et un temps de cuisson d'environ 30 à 40 minutes. Vous aurez besoin de 220 g de noix de coco râpée, 500 g de sucre en poudre, 12 œufs, 240 g de farine. En première étape, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, faites griller dans une poêle à sec la noix de coco à peine quelques minutes et réservez-la. Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Dans un saladier, fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Ajoutez la noix de coco et la farine et mélangez. Montez les blancs en neige très ferme, incorporez-les à la pâte sans les casser, à l'aide d'une maryse. Enfin, versez dans un moule à bord eau, beurré et fariné et enfournez pendant 30 à 40 minutes. Bonne dégustation! Merci Quentin pour ces événements. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez passé un super moment avec nous. Un grand merci à tous les intervenants, à l'équipe technique et surtout à vous. Chers spectateurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode au fil de l'info. D'ici là, portez-vous bien, soyez curieux et à bientôt.